Du côté de la primature, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a accordé une audience au monde de la recherche. Les chercheurs sont venus présenter les résultats des journées de la recherche et de l'innovation et les lauréats d'agrégation du CAMES, le compte-rendu de Alouseni Touré. Cette auge dans l'enceinte de la primature annonce la solennité de la cérémonie, celle qui va consacrer la remise des prix aux lauréats des journées de la recherche et de l'innovation tenue du 23 au 27 octobre dernier d'une part, et la présentation des admis au concours d'agrégation du CAMES d'autre part. Les journées de la recherche et de l'innovation ont récompensé 3 lauréats. Il s'agit du 3e prix attribué à Daouda Konaté du Cerfitest, du second prix enlevé par le Dr Lassana Touré de l'IER et du premier prix remis au Dr Ishaka Sagara du MRTC, spécialisé dans la lutte contre le paludisme et dont le vaccin devrait être mis sur le marché en 2025. Donc ces journées ont eu vraiment à découvrir vraiment beaucoup de chercheurs et à identifier aussi les problèmes qui peuvent venir de la recherche. Quant aux lauréats du concours d'agrégation du CAMES, ils sont au nombre de 5. Ils ont vaillamment défendu leur place malgré les conditions de participation qui les défavorisaient. Il faut admettre que le budget alloué à la recherche au Mali n'excède pas 0,2% du PIB. Il est dit dans beaucoup de recommandations que 1% des recettes fiscales aillent au financement de la recherche. Et malheureusement, nous sommes à 0,2%. Et mieux, le pays s'est engagé, à l'instar des autres pays africains, à financer la recherche avec 1% du PIB. Ça, c'est un engagement de tous les pays africains. Aucun pays n'a atteint ce résultat encore, même l'Afrique du Sud, qui est à 0,85%. Le Premier ministre, entouré des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de son collègue de l'éducation, a rassuré les chercheurs de la volonté des autorités de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour satisfaire les chercheurs de notre pays. La recherche, c'est l'avenir du pays. Et ce que vous êtes en train de faire, où vous êtes classé parmi les premiers, où vous êtes très fiers, où Diallo vient de dire que souvent il n'y a pas que la politique. Effectivement, il n'y a pas que la politique. Aujourd'hui, on le voit dans les problèmes financiers, partout on bloque tout ce qui vient du Mali. Et rien à voir avec les finances de l'économie. Malgré tout, les Maliens s'imposent. On a créé récemment, quand le ministre de l'Enseignement supérieur a rendu compte en Conseil des ministres, des prouesses des jeunes Maliens en informatique et robotique dans le monde, malgré les difficultés. La réaction du Conseil des ministres, tout de suite, le premier de dire, il faut créer un centre de recherche et d'implémentation de la robotique au Mali. Et on l'a installé. Peut-être tout de suite on ne va pas l'importer, mais 20, 30 ans. La recherche, c'est la course sur le long terme, ce n'est pas une course de vitesse. C'est la preuve que les Maliens, quand le pouvoir politique, qui doit jouer son rôle pour montrer le chemin, il encadre bien sa population. Impossible n'est pas malien. Le Premier ministre a par ailleurs reçu les membres du bureau du comité stratégique du M5 RFP venus lui présenter les vœux du nouvel an. Une démarche appréciée par le président du M5 RFP qui a insisté sur l'union sacrée des militants et surtout la tolérance les uns vis-à-vis des autres. Les Aigles du Mali sont arrivés ce vendredi à Korogo pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les 27 Aigles et leur staff ont été triomphalement accueillis par la forte communauté malienne vivant à Korogo. Les temps forts avec Al Jumatina. Partis de Bamako dans la matinée de ce vendredi 12 janvier, les Aigles du Mali, habillés en tenue traditionnelle, symbole de l'identité malienne, sont bien arrivés en Côte d'Ivoire pour la grande messe du football continental. À son arrivée à l'aéroport international de Korogo, la délégation malienne composée des 27 aigles retenus pour la CAN, le staff technique et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football est accueillie par le consul général du Mali à Bouaké et son équipe.
L'accueil a été très chaleureux. On se sent chez nous, nous ne sommes pas dépaysés. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays frères amis. Et voilà, on se sent chez nous, nous avons pratiquement la même culture. Nous sommes très contents. Je suis venu pour remporter la coupe. Après avoir rempli les formalités administratives, la délégation malienne a eu droit à un accueil grandiose de la part de la communauté malienne vivant à Korogo et dans d'autres localités. Déjà la fête commence et les Maliens sont sortis en grand nombre. Le sport est un facteur de cohésion. Donc déjà ils ont été sensibilisés pour renforcer ces facteurs de cohésion. C'est à titre de rappel, vous savez que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. On a des relations très fortes séculaires. Donc souhaitons vraiment que ce grand événement, la CAN 2024, soit un facteur de renforcement de ce lien de fraternité. On est venu montrer aux joueurs qu'ils ont quitté chez eux au Mali, ils sont chez eux aussi à Korogo ici. Vraiment, il y a une très grande, forte communauté du Mali à Korogo ici. Vraiment, vous voyez le monde. On est très contents. Après cette communion riche en couleurs avec la communauté malienne, les aigles, sereins et confiants, ont regagné leur camp de base dans la ville de Korogo. Les regards sont désormais tournés vers le mardi 16 janvier où les aigles entrent en lice dans le groupe E à 20h contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Après la série de présentations des groupes de la CAN Côte d'Ivoire 2023, nous faisons ce soir focus sur les Aigles du Mali. Logés dans le groupe E basé à Korogo, les Aigles du Mali participent à la CAN pour la 13e fois de leur histoire et en 12 éditions jouées, les Aigles n'ont pas encore remporté de trophée. Alors, quelles sont les chances du Mali cette année? Élément de réponse avec Fotigi Tunkara. Sauf cataclysme, le Mali sortira de sa poule pour se faire une place en huitième de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au pire des cas, les Aigles du Mali pourraient figurer parmi les meilleurs troisièmes des poules. Évoluant dans un groupe composé d'anciens mondialistes et vainqueurs de la compétition, en l'occurrence la Tunisie et l'Afrique du Sud, accompagné par la Namibie, le Mali sera incontestablement le poil à gratter de la poule E. En terre ivoirienne cette année, notre pays fera sa 13e participation à la CAN. En 12 éditions déjà disputées, la meilleure performance des Aigles reste et demeure la finale perdue en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Un coup d'essai à l'époque qui s'est transformé en coup de maître puisque pour une première participation, le Mali s'est hissé en finale. Et depuis, les Aigles n'ont plus atteint ce niveau de la compétition malgré quelques tentatives infructueuses en 1994, 2002 et 2004. Des assauts qui se foirent lamentablement en demi-finale. Après des échecs cuisants en 2008 et 2010 où les Aigles se sont noyés en poule comme en 2015 et 2017, ils sont à nouveau victimes de ce qu'on peut qualifier de syndrome du Caridas en 2012 et 2013 où ils réussiront cependant l'exploit de monter 2 fois d'affilée sur le podium en occupant la 3e place du tournoi. Les Aigles tombent de ces piédestals en 2019 comme en 2021 où ils s'arrêtent en 8e de finale au bout des matchs pourtant à leur portée. Cette édition 2023 de la CAN arrive alors comme une occasion de rachat pour la bande au capitaine Amari Traoré qui gagne en maturité malgré quelques remaniements dans l'effectif comparativement à celui de la précédente édition. Sur les 27 Aigles retenus pour cette expédition 2024, plus d'une dizaine de joueurs sont des novices à la CAN. En tout, 12 précisément vont vivre cette année leur première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, majoritairement composée de jeunes talents sortis des centres et académies de football du pays, auxquels s'ajoutent quelques binationaux formés en Europe. Cette QV 2024 des Aigles sera une fois de plus très attendue en Côte d'Ivoire, aussi bien par les adversaires que par les observateurs. Sera-t-elle capable de démentir les détracteurs qui la qualifient d'équipe aux caractéristiques inconstantes et au parcours anachronique? Constat dû au fait que les Aigles, de cycle en cycle, se sont montrés très imprévisibles, capables du meilleur comme du pire. À tort ou à raison, ils sont réputés d'être le plus souvent présents là où on ne les attend pas forcément et paradoxalement absents là où on les attend ardemment. Un décalage à régler comme bien d'autres lacunes à corriger si Eric Chegouchel veut bien voir les Aigles planer sur le football africain. En poste depuis un bon moment, le coach Eric Chegouchel, qui fera lui aussi sa première CAN en tant que sélectionneur, pense que son équipe peut bien briller en Côte d'Ivoire. Son bilan à la tête des Aigles pousse à l'optimisme. En 13 matchs, toutes confrontations confondues, il compte avec les Aigles 10 victoires, 2 nuls et 1 défaite pour 31 buts marqués contre seulement 7 encaissés. Ces statistiques impressionnantes
impressionnantes qui peuvent bien servir d'indicateur de résultats ne sont pas forcément gages de succès. C'est pourquoi les maillots des Aigles portés jusque-là par des générations de joueurs aussi doués les uns que les autres ne portent pas encore la moindre étoile. Cette année sera-t-elle la bonne pour couronner les Aigles? Le rêve n'est pas interdit. Et en raison de la diffusion des matchs de la CAN 2023, les programmes de ORTM1 connaîtront un léger réaménagement à partir de demain, samedi 13 janvier. Il faut noter que tous les matchs seront diffusés sur ORTM1 et sur la radio chaîne 2. Résolution 2690 consacrée au retrait de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et certains de ses collègues étaient autour de la table pour passer en revue le rapport qui synthétise le processus de retrait afin de l'adopter. Plus de détails avec Nyanya Loutraoré. C'est avec une grande satisfaction, teintée d'une pointe de fierté, que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise que le retrait de la MINUSMA du Mali à la date indiquée, le 31 décembre 2023, dans les délais impartis, est désormais effectif. Cette réunion du comité de pilotage de retrait de la MINUSMA au niveau ministériel avait justement pour but de passer en revue la résolution 2690 des Nations Unies consacrée au retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la mission onusienne du Mali. À la date du 31 décembre, 95% des casques bleus ont quitté le Mali. Toutes les emprises ont été cédées à l'État malien. Naturellement, pour certaines emprises, il y a eu des difficultés. À Tessalit, à Guelok, Kidal, à cause du retrait anticipé par la MINUSMA, qui a mis souvent en danger la vie de nos hommes, notamment dans le cadre des bataillons des forces armées reconstituées. Du matériel aussi a été perdu. Le gouvernement s'était préparé en conséquence et avait anticipé. L'objectif stratégique, encore une fois, pour le Mali était de faire en sorte que ce retrait ne puisse en aucune manière toucher à l'intégrité territoriale du Mali. Le départ de la MINUSMA avec son lot d'impacts socio-économiques, il en était également question. Le ministre Diop de faire comprendre que ce point est très pris au sérieux par le gouvernement, d'où la diligence de certaines dispositions concernant le suivi du personnel malien qui était en poste au niveau de la MINUSMA. Nous avions aussi mis en place une stratégie chargée de l'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA, y compris l'impact sur le personnel. La ministre en charge des questions d'emploi et le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et notre collègue des finances se retrouveront pour pouvoir signer le protocole avec des institutions bancaires qui puissent prendre en charge les dettes que beaucoup de membres du personnel doivent au niveau de la MINUSMA. Cependant, le processus de retrait, selon le ministre Diop, a enregistré quelques fausses notes de part et d'autre. Il y a eu aussi beaucoup de dommages causés à l'environnement. Nous sommes en train d'évaluer cela. Nous allons adopter un plan qui aura aussi un coût. Les Nations Unies seront saisies pour pouvoir prendre en charge ces différents éléments. A souligné que le comité de pilotage va faire un rapport de finalisation du dit retrait qui sera adressé aux Nations Unies pour servir d'aide-mémoire, nous précisera aussi le ministre Diop. La prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir vraiment intégrer toutes les recommandations, observations que nous avons reçues de nos collègues, finaliser le rapport, soumettre le rapport au gouvernement et le rendre public pour pouvoir diffuser les contenus et les leçons à tirer de ce processus qui doit nous aider à tourner une page qui est celle de la MINUSMA. Le ministre des Affaires étrangères, dans ses propos, a remercié toutes les parties prenantes du processus de retrait, singulièrement le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et le premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Et afin de faciliter le remboursement des prêts contractés par le personnel local de la MINUSMA, un protocole d'accord a été signé cet après-midi entre le gouvernement du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDMSA. Selon le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ce protocole est une solution malienne à un problème malien. Mamadi Koni. C'est un protocole d'accord signé par le gouvernement de la République du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDMSA. Il s'agit d'une instruction du président de la transition dans le cadre de l'atténuation de l'impact social et économique du retrait de la MINUSMA. Par ce protocole, l'ASLAM engage ses membres à céder 50% de leurs
indemnités pour le remboursement anticipé du montant dû de leurs prêts en cours et aux banques d'accepter la quote-part de 50% des droits du travailleur, les indemnités, en déduction anticipée du montant dû de leurs prêts en cours sans frais ou pénalités. Le protocole d'accord pour le remboursement des encours des prêts des travailleurs de l'aménagement a été élaboré de façon participative. Il y a eu plusieurs séances de travail et ce sont ces concertations aujourd'hui qui aboutissent à ce protocole. Ce que j'aimerais saluer ici, c'est vraiment la bonne collaboration que nous avons eue. Donc une très bonne collaboration déjà au niveau gouvernemental, mais une très bonne collaboration aussi avec les banques que je voudrais remercier ici pour leur disponibilité et aussi pour leur ouverture d'esprit. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ce protocole vise à accompagner les anciens employés de l'aménagement. Le document qui vous est soumis cet après-midi se veut un outil pertinent, efficace et efficient afin de faciliter le remboursement des encours de prêts contractés par le personnel local de l'aménagement, qui sont des Maliens, nos compatriotes, dans les livres des banques. Il constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que nos concitoyens de l'Aslam peuvent ressentir. Le ministre Maïga a par ailleurs salué le rôle joué par le ministre en charge de la formation professionnelle. Il a aussi remercié les membres du gouvernement et les responsables des banques pour l'aboutissement de cette mesure à quelques jours de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cet élan de solidarité nationale est en parfaite adéquation avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bâti sur les 3 principes guidant l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenariat opérés, et bien entendu la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions prises, illustration faite cet après-midi grâce à la signature de ce protocole d'accord. Le directeur général de la Banque nationale de développement agricole, le BNDA, et celui de la Banque de développement du Mali, BDM-SA, ont tous remercié le gouvernement pour avoir piloté et encadré ces protocoles d'accord. Il reste à présent aux différentes parties de respecter leurs engagements. Et à suivre à 21h30, votre émission Malikoura Tassira qui reçoit le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Et nous avons également ce communiqué dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, édition 2023. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions en collaboration avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, convie la communauté universitaire, enseignants, chercheurs et étudiants, la société civile ainsi que l'ensemble des forces vives à prendre part à la conférence de lancement animée par le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, ce dimanche 14 janvier 2024 à 10h30 dans l'amphithéâtre de l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako, Sisa Kabbalah. Cet événement constitue une opportunité exceptionnelle de réflexion et d'échange sur les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées maliennes, FAMA, ayant abouti à la reprise de Kidal. La présence effective de toutes et de tous est vivement attendue pour magnifier ensemble cette date mémorable décrétée par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour maintenir vivace la flamme de la vision de la refondation du Mali. Retro 2023, ce soir, nous revenons sur la visite du président de la transition à Saint-Pétersbourg dans le cadre du sommet Russie-Afrique en juillet dernier. Et depuis cette visite, les deux pays n'ont cessé d'œuvrer à la diversification de leur coopération avec un accent particulier sur le volet économique. En plus de l'approvisionnement du Mali en blé, engrais et hydrocarbures, nous pouvons également noter des projets dans les domaines de l'énergie, la géologie, les mines, les télécommunications ou encore les transports. Et c'est pour faire du Mali un pays émergent dans les plus brefs délais. Et vous le savez certainement, une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances s'est rendue à 2 reprises dans la capitale russe pour baliser le terrain. Retour sur une année de coopération renforcée conformément à la volonté affichée par les 2 chefs d'État au sommet de Saint-Pétersbourg avec Yaya Konaté.
Juillet 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est à Saint-Pétersbourg pour prendre part au deuxième sommet Russie-Afrique. Le premier déplacement est encore à cette date le seul qu'a effectué le chef de l'État à l'extérieur depuis son investiture en tant que président de la transition. Une visite au sommet qui constitue le point culminant du rapprochement entre Bamako et Moscou. Jusque-là, les deux chefs d'État avaient eu des contacts téléphoniques réguliers. Saint-Pétersbourg, une occasion de faire ensemble le point d'une coopération basée sur le respect mutuel. La Russie a été toujours un partenaire historique et traditionnel du Mali depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Cela dit aussi que nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie, et notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté des deux États et surtout la prise en compte des intérêts de nos différentes populations. Désormais, nous l'avons indiqué, nous souhaitons travailler dans le sens de l'intérêt des populations maliennes de façon indépendante, sans nous laisser dicter, en tout cas des choix par d'autres partenaires. Et cette visite se situe dans ce cadre-là. À Saint-Pétersbourg, les présidents maliens et russes ont clairement défini les contours de leur future coopération. Aux excellentes relations politiques et sécuritaires qui permettent au Mali d'avancer sur le front de la reconquête de son territoire et dans la marche vers sa souveraineté, il convient d'ajouter une véritable dimension économique. Et c'est une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances qui prendra désormais les choses en main. Dépêchée à 2 reprises dans la capitale russe en octobre puis en novembre dernier, elle a eu des rencontres avec les administrations, les sociétés d'État et entreprises russes dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat économique. Approvisionnement du pays en produits stratégiques, notamment le blé, les engrais et les hydrocarbures, prospection géologique, recherche et exploitation minière, affinage de l'or et autres métaux précieux, énergie renouvelable, énergie nucléaire, autant de domaines dans lesquels les deux parties décident de cheminer ensemble. À cela, il faut ajouter dans les domaines des transports, les chemins de fer, le futur tramway de Bamako, sans oublier une compagnie aérienne en gestation pour désenclaver le Mali et aller à la conquête de la sous-région. En tout, une douzaine de mémorandums d'entente ont été signés, des projets structurants destinés à poser les jalons d'un Mali émergent. La relation économique entre le Mali et la Russie est au beau fixe aujourd'hui, des projets structurants engageant l'État du Mali pour je pourrais dire les 50 années à venir sont signés. Il s'agit pour nous de veiller à la mise en œuvre de tous ces projets pour que vraiment le Mali puisse être un pays émergent très très rapidement. Pour sa dernière visite en date dans la capitale russe, la délégation de haut niveau composée de 4 ministres est renforcée par des experts et techniciens dans les différents domaines concernés. C'est à ces cadres, membres de commissions mises en place pour le suivi des dossiers, que reviendra désormais la lourde tâche de veiller à la bonne exécution des projets envisagés. Nous sommes en train d'avancer sur tous les chantiers que nous avons ouverts ici. Il est difficile effectivement d'aboutir à tout en un seul coup. C'est un changement important et c'est des projets structurants pour le Mali qui nécessitent effectivement d'aller pas à pas et des pas sûrs qui doivent être posés à chaque fois pour ne pas avoir des reculs. Preuve de l'engagement des deux parties à mener à bien les chantiers entamés, la visite début décembre ici au Mali d'une délégation ministérielle russe. Parmi les hôtes de marque, les vice-ministres russes de l'économie et de la défense. Entretien avec les autorités maliennes sur les questions de défense et de développement. La partie russe n'a pas manqué à cette occasion de se réjouir des succès de nos FAMA avec la reconquête de la ville de Kidal, mais aussi la création de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan événementiel, les délégations de haut niveau conduites par le ministre de l'Économie et des Finances étaient invitées à prendre part d'un côté à la Semaine russe de l'énergie et de l'autre au Forum et Exposition Transport de Russie. Des événements clés de la Semaine russe des transports, 2 événements internationaux d'envergure, des espaces de réflexion et de coopération où se joue l'avenir des relations entre la Russie et le reste du monde dans les secteurs concernés. Des occasions mises à profit par notre pays pour trouver les voies et moyens permettant de booster les secteurs de l'énergie d'un côté et des transports de l'autre. L'urgence, c'est vraiment les hydrocarbures. Parce que même si les projets se réalisent, il faut quand même un minimum de 2 ans pour qu'un premier projet puisse se réaliser.
En attendant, il faut faire fonctionner les centrales qui existent et qui fonctionnent surtout au thermique. Ces échanges nous ont permis de voir réellement avec qui nous devons poursuivre les échanges ou avec qui nous devons commencer directement la mise en œuvre de tous les accords que nous avons eu à signer. Si le sommet de Saint-Pétersbourg a permis de donner un coup d'accélérateur aux relations entre Bamako et Moscou, il faut dire que le processus de rapprochement, lui, avait commencé il y a près de 2 ans. Nous sommes en février 2022 quand la France annonce de façon unilatérale la fin de l'opération Barkhane. Pour faire face à la menace terroriste renforcée par ce que le Mali a considéré en son temps comme un abandon en plein vol, les autorités de la transition ont fait le choix de se rapprocher de Moscou. Les deux pays décident d'abord de renforcer leur coopération militaire dans le but de former et d'équiper les forces armées maliennes pour leur permettre de faire face de manière efficace aux périls terroristes. S'en sont suivies de nombreuses visites d'officiels maliens dans la capitale russe avec en ligne de mire la question de la diversification de la coopération bilatérale. Et parmi les faits marquant de ce regain d'intérêt dans les relations entre le Mali et la Russie, on notera en bonne place la toute première visite d'un ministre russe des Affaires étrangères dans notre pays, Sergei Lavrov, qui s'est rendu à Bamako le 7 février 2023 à la tête d'une importante délégation à la faveur d'une tournée africaine. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Sur le plan de l'approvisionnement du pays en blé, la Russie décide de livrer à notre pays 50 000 tonnes de cette céréale pour aider nos autorités dans leurs efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité, notamment le pain. Les 2 cargaisons de 25 000 tonnes chacune sont reçues au port de Conakry, conformément à la volonté des autorités de la transition. Ces cargaisons devront être suivies dans un avenir très proche d'une autre livraison, celle annoncée par le président Poutine lors du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dans les mois qui viennent, dans 3-4 mois, nous serons en mesure d'assurer les livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Désormais, le Mali sait compter sur la Russie pour toutes les questions relatives à sa sécurité, à sa stabilité, mais aussi à son développement. Les 2 pays sont sur la même longueur d'onde, une convergence de vues qui se manifeste notamment dans les instances internationales où le soutien de Moscou, membre permanent du Conseil de sécurité, ne fait plus défaut à notre pays. Bamako et Moscou mènent le même combat, un combat pour un ordre mondial plus juste et plus respectueux de la souveraineté des uns et des autres. En cela, notre pays reste fidèle aux principes qui guident désormais son action publique, à savoir le respect de ses choix stratégiques, le respect de sa souveraineté ainsi que la prise en compte des intérêts du peuple malien. Voilà, retro ce soir sur la visite du président de la transition à Saint-Pétersbourg dans le cadre du sommet Russie-Afrique en juillet dernier. Des cadres de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillés dans de nouvelles villas, 6 au total. Le geste du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Le chef de l'État veut ainsi offrir une meilleure condition de vie à ce personnel qui vivait dans des logements vétustes. Et l'ancien site abritera le nouveau siège du pôle économique et financier en commune 6 du district de Bamako. On en sait plus avec Boubacar Bablin-Touré. Lorsqu'il s'agit des œuvres sociales du président de la transition, aucun secteur n'est oublié. Celui de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, à travers le département de la justice, vient de bénéficier de la générosité du président Goïta. 6 villas d'astreinte à Banankabougou, gracieusement offertes au cadre de l'administration pénitentiaire. Une réponse à une préoccupation du département qui est d'offrir un meilleur cadre de vie à ces hommes et femmes qui habitaient dans des logements vétustes. Le département de la justice a fait bien de cette volonté afin d'amoindrir les souffrances de son peuple pour la construction, la rénovation, l'équipement des services publics, l'amélioration des conditions de vie, de travail sur toute l'étendue d'une nation. N'est-ce là la volonté du gouvernement? N'est-ce là, monsieur le ministre, votre volonté? Le changement, la modernisation pour la réforme et la refondation de l'État pour les services publics. Ces villas composées de 3 chambres-salons, 2 toilettes, une cuisine et un garage offrent non seulement toutes les commodités requises à ces cadres, mais aussi libèrent le site devant abriter le nouveau siège du pôle économique et financier, toujours à Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako. L'appui du président de la transition a été la solution miracle
qui a permis à la fois la construction de bâtiments modernes pour les hauts cadres de l'administration pénitentiaire en lieu et place des logements qu'ils occupaient et de dégager un espace afin d'obtenir la superficie nécessaire à la construction du siège du pôle national économique et financier. Cette raison explique prioritairement l'attribution des 6 villas à juste titre à ces cadres de l'administration pénitentiaire qui occupaient les anciens logements d'astreinte. La cérémonie a été mise à profit par le ministre pour visiter le site du nouveau siège du pôle économique et financier. Semaine de la justice et parlons de cette conférence animée à la Cour administrative d'appel de Bamako par le tout premier président de cette juridiction. Cette cour est une nouvelle création dans le cadre des réformes innovantes pour une justice efficace et crédible. Mamadou Fane y était pour ORTM 1. Pour une justice équitable, il faut des réformes à la hauteur des attentes des justiciables. Des réformes innovantes pour rendre la justice efficace et crédible ont été menées par la transition, ce qui a abouti à la création de la Cour administrative d'appel. Cette conférence de presse est donc une opportunité pour parler de la procédure administrative et contentieuse, de l'effectivité du double degré de juridiction au Mali. Il s'agit de permettre à tout citoyen qui estime que le droit n'a pas été dit en première instance, de pouvoir faire réexaminer sa cause devant cette Cour. Et si elle n'est pas satisfaite de la décision de la Cour, de pouvoir aussi élever le conflit au niveau de la section administrative de la Cour suprême par le voie du pouvoir en cassation. La saisine de la Cour administrative d'appel, ses compétences, le déroulement de la procédure, les jugements et les recours ont été largement expliqués au public. On note cependant que certaines activités échappent au contrôle du juge administratif. La section administrative de la Cour suprême peut être juge en premier et dernier ressort de certaines matières. Par exemple, toutes les décisions qui sont prises par des autorités qui ont une compétence nationale sont déférés directement à la censure de la section administrative de la Cour suprême. C'était une conférence très importante qui avait pour but d'informer et de sensibiliser le public et même quelquefois les acteurs pour qu'ils se comprennent et harmonisent leurs points de vue et leurs pratiques. Le rôle longtemps joué par la section administrative de la Cour d'appel, la création de la Cour administrative d'appel était devenue une nécessité pour permettre de décongestionner la justice. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la justice. Et cette action patriotique de réseau des femmes parlementaires du Mali vient d'offrir un chèque de 5 millions de francs CFA aux FAMA pour les soutenir dans leur effort de guerre. Et nous restons avec Mamadou Fane. Les contributions en faveur de l'armée malienne se poursuivent et c'est le réseau des femmes parlementaires du Mali qui vient de marquer cet élan de solidarité en remettant un chèque de 5 millions de francs CFA aux FAMA. Un geste pour saluer le courage, la bravoure et le patriotisme de notre armée après la reprise de plusieurs emprises, notamment Kidal et Aguelhok. On a fait cette collecte avec la bénédiction de notre président. L'armée a redonné le sourire aux Maliens, la dignité au Mali et la souveraineté à notre pays. On va dire que ce sont les autorités au plus haut niveau. Et la transition est en train de tout faire pour montrer que le Mali n'est pas un petit pays. Et le Mali est respecté aujourd'hui à travers le monde. Le montant qu'on a donné, ce n'est peut-être pas le plus important, mais c'est le geste pour leur montrer qu'en tant que femmes, nous sommes des mamans, nous sommes des sœurs, nous sommes des épouses et que s'ils ont notre soutien, ils ont le soutien du peuple malien. Nous sommes venus et quand on voit un autre œil vraiment qui apprécie, vraiment ça réconforte quoi. Voilà, ça réconforte et surtout que ça vient vraiment de la grande représentation de CNT. Pour la présidente du réseau des femmes parlementaires, le soutien à la transition reste une obligation pour son réseau et pour l'ensemble des Maliens. Car depuis le début de la transition, le Mali retrouve peu à peu sa souveraineté, son unité et sa stabilité. Toutes choses qui méritent d'être accompagnées par l'ensemble des fils du pays, quelles que soient leurs différences. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Kéba Sankaré, s'est rendu au campement des élèves de la 2e année de l'EMIA à Tanambougou dans la région de Koulikoro. Lors de cette visite, le général Sankaré a prodigué des conseils aux futurs officiers et il a aussi recueilli leur avis.
Commentaire Boubacar Kanouté avec les images de la DIRPA. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Kéba Sangaré, portèrent des messages d'encouragement et de félicitations du chef d'état-major général des armées. L'objectif de ce déplacement était de s'assurer de la bonne exécution des programmes des élèves de l'école militaire inter-armes et la formation des unités en préparation opérationnelle avant leur déploiement et leur prodiguer des conseils pour qu'ils soient à la hauteur des attentes. Il a aussi rencontré les éléments des unités en préparation opérationnelle. Ces éléments sont composés de la garde nationale et de la gendarmerie. Ils ont saisi l'opportunité pour évoquer leurs préoccupations aux visiteurs du jour. Des instructions du chef d'état-major général des armées, après une mission opérationnelle, et de venir au niveau des centres d'instruction. Ce qui se passe sur le terrain, ce qui est bon, que ce soit un acquis pour ces jeunes. Et surtout avant le déploiement, leur donner toutes les astuces que nous avons, en plus des instructeurs et de tout ce que nous pouvons faire pour les former davantage. Selon le général Kéba Sangaré, l'essence d'une opération repose sur les écoles et les centres d'instruction. Il a souligné que ces lieux sont des endroits appropriés pour apprendre aux élèves à ne plus répéter les mêmes erreurs sur les théâtres d'opération. Nous sommes très recueillis de voir une troupe totalement engagée, confiante d'elle-même et surtout des jeunes élèves officiers bien entraînés en deuxième année. Ce que nous avons vu aujourd'hui est très réconfortant et très rassurant. Le général Sangaré a assisté à une séance de tir des élèves de l'EMIA et a visité tous les dispositifs sécuritaires mis en place par les élèves. Cette visite a été une occasion pour l'officier général de partager ses expériences avec les futurs officiers. Et notre rédaction est allée à la rencontre du directeur de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM, une société qui explore, développe et exploite ses propres ressources. C'est une initiative présidentielle qui vise à générer une croissance économique qui puisse profiter réellement aux communautés locales et à notre pays. La SOREM, qui est déjà opérationnelle, est l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation, la motivation, la vision et les objectifs de la nouvelle structure avec Bourama Traoré. C'est pour faire prévaloir un des principes présidentiels, celui de la défense des intérêts des Maliens, que la SOREM est créée. Entendez par là la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. L'idée de la création de cette structure est partie d'un constat, mais pas seulement. Avec le constat de ces 30 dernières années du secteur minier, le peuple malien aujourd'hui attend beaucoup plus de ce secteur. C'est-à-dire attend que ce secteur contribue au développement du pays. Bon, ça a été vraiment une des recommandations fortes des Assises nationales. Et puis aussi, c'est un des objectifs premiers du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Pour traduire dans les faits cette volonté du chef de l'État, la SOREM cible des domaines clés, avec un dénominateur commun, permettre aux Maliens de tirer le meilleur profit du potentiel minier du pays. À travers la SOREM, le Mali va pouvoir explorer, développer et exploiter ses propres ressources minérales de manière à pouvoir générer une croissance économique qui va être profitable aux communautés locales et au pays. Donc, et puis tout ça, on va le faire dans le respect des normes environnementales, de la bonne gouvernance de manière globale. Donc la vision de la SOREM serait d'être un champion de l'exploitation minière durable avec une stature internationale. Stature internationale qui sera doublée de la bonne gouvernance du secteur. En tout cas, la SOREM entend se donner les moyens nécessaires pour y arriver. Le premier pari réussi est son opérationnalisation avec des structures de gestion en place. La SOREM a été créée il y a à peu près une année. C'est une nouvelle structure. Aujourd'hui, avec le soutien du ministère des Mines, le soutien du ministère de l'Économie et des Finances, on est quand même dans une situation où la SOREM est constituée. Et les structures de gestion sont en place en fonction des besoins. Donc on a mis une structure de gestion qui travaille énormément sur des projets, différents projets. Et il y a certains projets qui sont très prometteurs même voire imminents, si tout va bien. Donc la SOREM est opérationnelle. Opérationnelle et travaille à redonner espoir aux Maliens à travers la bonne gestion de nos ressources minérales pour qu'enfin qu'elles contribuent véritablement au développement durable du Mali. Aujourd'hui, on va dire que le peuple a compris qu'il est temps qu'on prenne notre destin en main. Et tant qu'on va travailler dans cet objectif et avec cette assurance et travailler main dans la main, bon, je pense qu'on va déplacer des montagnes.
Déplacer des montagnes pour y réaliser le bonheur collectif est un objectif de la SOREM, un souci constant des pouvoirs publics et une attente forte de la population. Atelier de mise en place du comité de suivi de la biodiversité sur la trace de la Grande Muraille verte au Mali. L'objectif est de mettre en place un groupe national de suivi de la biodiversité. Reportage à Guébou Koulibaly. L'ONG BirdLife International vient de signer une convention de partenariat avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte du Mali. Cette convention vise à appuyer l'agence dans le suivi de la biodiversité au niveau de l'espace de la Grande Muraille verte en facilitant l'intégration de la biodiversité dans ses programmes et projets. Avant le démarrage des activités, les acteurs se concertent à Bamako pour identifier les structures qui interviendront dans le suivi de la biodiversité. Ils mettront aussi en place un comité national. La cohérence de l'activité réside surtout dans les fondements du concept de l'initiative Grande Muraille verte qui, d'un simple projet de reboisement, a évolué vers un concept plus intégrateur et holistique, s'adossant à 3 grandes conventions des Nations Unies, à savoir la Convention sur la lutte contre la désertification, celle relative à la lutte contre les changements climatiques et enfin la Convention sur la biodiversité. Le ministre en charge de l'environnement se réjouit de cette collaboration de l'ONG BirdLife International et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte du Mali pour la concrétisation de la mise en place du comité national à travers une convention. Cette convention prévoit les axes majeurs suivants. La restauration des paysages et écosystèmes terrestres, le renforcement des capacités des institutions, des organisations locales et nationale de conservation de la biodiversité, l'exploitation et la diffusion d'informations sur le statut et les tendances des oiseaux et de leurs habitats par le biais de la recherche collaborative et du partage d'informations, de bonnes pratiques et de leçons. À la fin des travaux de 2 jours, les participants formuleront des recommandations pour l'opérationnalisation du Comité national de suivi de la biodiversité dans le tracé de la Grande Muraille verte au Mali. Présentation des enjeux de l'opérationnalisation du mécanisme RED+, pour une mise en œuvre de la contribution des terminaux au niveau national. C'est au cours d'un atelier qui a réuni plusieurs acteurs de l'environnement. Il s'agit pour les participants de partager les enjeux sur la gouvernance des ressources forestières pour réduire les émissions liées aux effets du changement climatique. Reportage Mamadou Fani. Pour lutter contre la pauvreté et réduire la dépendance des populations les plus démunies aux produits forestiers, le Mali a adhéré à l'initiative de réduction des émissions en vue de protéger et restaurer les forêts. Le RED+, c'est un mécanisme qui a été ciblé pour accompagner la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, qui est un engagement des parties prenantes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour la réduction des émissions, dans l'optique de maintenir l'augmentation de la température sur la barre fatidique de 1,5. Il s'agit pour les participants de requérir l'engagement des partenaires techniques et financiers pour le financement des actions favorisant l'opérationnalisation du mécanisme RED au Mali. La délégation européenne, de l'Union européenne, est très attachée à cette thématique et a ainsi contribué aux travaux en finançant de 2010 à décembre 2023 le programme Alliance globale contre le changement climatique au Mali, AGCC. Ceci en 2 phases, une première entre 2010 et 2017 et la deuxième entre 2017 et 2023. Le Mali s'est engagé dans plusieurs conventions, dont celle relative au changement climatique. Cet engagement au plan international marque la volonté de notre pays à participer à la lutte contre les changements climatiques qui demeurent une problématique mondiale. À cet égard, d'importantes actions au titre de ces engagements en tant que partie de la Convention ont été réalisées par le Mali. Cet atelier permettra au Mali de s'accorder sur le choix stratégique de l'opérationnalisation des RED et développer le mécanisme qui va contribuer à la sécurité climatique et environnementale.
Et nous vous livrons le contenu de ce communiqué. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rajab ou Rajab Akalo a été aperçu le vendredi 12 janvier 2024 dans plusieurs localités du pays, notamment à Koulikoro, Sikasso, Diré, Nara et dans le district de Bamako. En conséquence, le mois lunaire Rajab ou Rajab Akalo débute au Mali le samedi 13 janvier 2024 sur toute l'étendue du territoire national, a signé le secrétaire général Toumani Sankaré du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La communauté Idasak réitère son soutien aux autorités de la transition pour la paix et le vivre ensemble. Et c'était lors d'une conférence ce jeudi à Gao. Le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, a pris part à cette rencontre. Le reportage de Agali Ag Agissa. Cette rencontre témoigne l'engagement de la communauté Idasak au processus de dialogue et de paix enclenché par les autorités de la transition. Ils étaient tous là, leaders communautaires de la région, membres de la dite communauté et alliés pour un seul objectif, celui de prôner le vivre ensemble entre les fils d'un même pays. Nous avons eu cette idée d'organiser cette rencontre qui a pour objectif non seulement de démontrer notre engagement pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais une manière aussi de dire à tout le monde que désormais la région de Gao, la République du Mali peut compter sur notre engagement. Une confiance qui, selon les organisateurs de la rencontre, peut être renforcée par la mise en œuvre de certaines recommandations. Impliquer les légitimités traditionnelles dans toutes les élections de proximité. Mettre en place le Sénat avant l'année 2026. Reconnaître la langue Tadak Sahak comme langue nationale parlée à l'ORTL. Ouvrir et installer des camps militaires respectant les normes internationales dans toutes les frontières du Mali. Je puisse d'ores et déjà vous assurer de l'accompagnement des autorités administratives dans la mise en œuvre des conclusions de vos assises, qui, comme je l'ai évoqué tantôt, représenteront des éléments de référence pour les futures actions que nous allons entreprendre dans le cadre de la recherche de la paix. Les leaders de communautés alliées et associations invitées ont successivement reconnu au pupitre l'esprit pacifique et la cohabitation empreinte d'hospitalité de Daousak. La plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger soutient les dialogues intermaliens annoncés par le président de la transition. Tous les accords précédents sous médiation internationale ont montré leurs limites. Ce dialogue intermalien tombe à pic. Nous savons que le processus de paix, à son état actuel, ne traite pas de tous les maux et de tous les problèmes que notre nation vit. Il faut qu'un nouveau cadre soit créé pour permettre aux Maliens de se retrouver, de discuter de tous les problèmes, y compris ceux qui ne sont pas pris en compte par le processus de paix qu'on a fait de 2015 à nos jours. La prestation des artistes locaux a marqué la cérémonie qui avait démarré par l'observation d'une minute de silence à la mémoire de nos disparus. Plus de 3,4 milliards de francs CFA, c'est la somme qui a permis de réaliser les activités du projet appelé Imagine, améliorer l'éducation inclusive pour les adolescentes dans la région de Ségou. Le bilan de ce projet de plan international qui vient de prendre fin en 2023 a été présenté au cours d'une rencontre. Reportage Fousseni Samaké et Bassi Traoré. Il s'agit au cours de cette rencontre de présenter aux parties prenantes le bilan des activités réalisées par les projets Améliorer l'éducation inclusive pour les adolescentes Imagine durant ces 4 ans d'intervention 2020-2023 dans la région de Ségou. Son objectif était d'améliorer le droit à une éducation inclusive sensible aux questions de genre et de qualité pour les filles et les adolescentes dans les régions touchées par les conflits au Mali. Les enseignants ont été formés, les communautés, les CGS, les collectivités et tout le monde. Vraiment, l'équité genre est vraiment au top niveau dans toutes les écoles. Et nous allons continuer à suivre tout ce qu'Imagine a fait sur place. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble des partenaires afin de poursuivre le combat que le projet Imagine a mené jusqu'à ce que nous parvenons à une égalité parfaite entre les filles et les garçons dans le domaine de l'éducation. Les impacts du projet Imagine sont remarquables dans les 903 écoles bénéficiaires de la région de Ségou. Ainsi,
3404 adolescents, dont 1910 adolescentes de 14 à 18 ans, ont été formés et encadrés dans les compétences de vie courante en genre transformateur. 700 acteurs clés de la communauté, de l'éducation et de protection issus des écoles ont également reçu le soutien du projet. À noter que le projet Imagine est financé à plus de 3,4 milliards de francs CFA par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par l'ONG Plan Mali dans la région de Ségou. Parlons toujours chiffres, à plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet Formation entreprise et travail pour promouvoir un développement inclusif et durable. Ce projet qui vient d'être lancé va former 120 jeunes Maliens. Reportage à Kassim Diallo et Moussa Togo. L'Association malienne des centres de formation professionnelle agréés en partenariat avec l'ONG Anjim s'engage à former 60 formateurs et 100 jeunes dans le cadre du projet Field Formation Entreprise et travaille pour promouvoir un développement inclusif et durable. Ces actions sont significatives, mais les défis restent énormes dans la mesure où chaque année plus de 300 000 jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés viennent sur le marché de l'emploi sans qualification professionnelle et sans aucune opportunité d'insertion socio-professionnelle. Vous conviendrez certainement avec nous que cette situation constitue un obstacle majeur à la stabilité de notre pays, voire au progrès économique et social. Ce projet doit contribuer à renforcer la capacité des bénéficiaires. Le montant global du projet s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Le projet FIL, Formation Entreprise et Travail, vise à promouvoir les petits entrepreneuriats d'une part, l'acquisition des compétences technico-professionnelles d'autre part. Dans un pays où l'insertion socio-professionnelle des jeunes est difficile, parce que la quasi-totalité se retrouve sans qualification, vous comprenez aisément que le problème de l'emploi des jeunes se pose avec acuité. C'est dans ce contexte que notre pays, le Mali, s'est engagé à promouvoir globalement un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté, des inégalités dans un Mali uni et apaisé. Tenant compte de cette vision, le département s'est engagé dans le développement du capital humain à travers la formation professionnelle de qualité. Durant 6 mois, les participants à cette formation seront dotés des compétences nécessaires d'un métier en vue de leur insertion socio-économique. Le jardin d'enfants Babintou Keita de Djikoroni-Para Bougoumba a été entièrement rénové par l'association Femmes Leadership et Développement Durable AFLED, bénéficiaire du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Mariam Koulibaly. Créé il y a une 60aine d'années, le jardin d'enfants Babintou Keita avait comme mission principale d'accueillir les enfants des malades de la lèpre. L'infrastructure qui reste toujours un cadre éducatif pour les enfants démunis était délabrée, toute chose qui a interpellé les bonnes volontés à agir. Nos bureaux sont juste à côté et chaque jour nous côtoyons ces populations et nous sommes témoins de leurs différents problèmes. Ce qui nous a conduit à mettre en œuvre ce projet de réhabilitation de Bourouba. Et donc le jardin d'enfants n'étant pas prévu dans le projet initial, nous avons pu bénéficier d'une aide supplémentaire pour que nous soyons là aujourd'hui pour inaugurer aujourd'hui la réhabilitation du jardin Babintou. L'école qui a servi de pont pour des milliers d'enfants pour atteindre le primaire recouvre ainsi son lustre d'antan avec cette rénovation. Grâce aux actions de votre association, notre jardin est devenu un lieu attrayant où les enfants peuvent s'épanouir pleinement. Votre soutien financier a été précieux pour la réalisation des travaux et nous en sommes profondément reconnaissants. En plus de ces gestes, l'association Femmes Leadership et Développement a procédé à la réhabilitation des maisons de 15 démunis de la localité, toujours à travers le programme spécial d'aide aux associations et fondations. Et nous revenons sur ce communiqué dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée édition 2024. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions en collaboration avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
convie la communauté universitaire, enseignants, chercheurs et étudiants, la société civile ainsi que l'ensemble des forces vives à prendre part à la conférence de lancement animée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, ce dimanche 14 janvier 2024 à 10h30 dans l'amphithéâtre de l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako, Sisa Kabbalah. Cet événement constitue une opportunité exceptionnelle de réflexion et d'échange sur les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées maliennes FAMA ayant abouti à la reprise de Kidal. La présence effective de toutes et de tous est vivement attendue pour magnifier ensemble cette date mémorable décrétée par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour maintenir vivace la flamme de la vision de la refondation du Mali. Signé Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. À suivre à 21h30, votre émission Malikoura Tassira qui reçoit le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Et à retrouver désormais dans vos kiosques Malikoura vers un développement endogène de l'ingénieur Abdourahmane Diarra. Ce livre de 196 pages raconte et analyse les faits récents qui se sont passés au Mali et porte un regard sur le passé et les perspectives de développement endogène. Il fait état des objectifs essentiels de gouvernance dans un contexte où les autorités sont engagées à restaurer l'intégrité du territoire national dans un contexte de souveraineté. Et en images, Chekna Bari, administrateur civil et ancien secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel n'est plus. Il nous a quittés le 7 janvier dernier des suites d'une longue maladie. À l'âge de 65 ans, ses collaborateurs retiennent de lui un travailleur acharné. Officier de l'Ordre national, Feu Chekna Bari laisse derrière lui toute une famille inconsolable. Paix à son âme. Amen. Et nos grands-pères disaient que seuls on va plus vite et ensemble on va plus loin. Nos soldats du ballon rond sont arrivés aujourd'hui à Korogo pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, vêtus de leur beau boubou en bogolan, vous avez vu dans les images. Et comme on le dit dans le jargon du football, vous avez le soutien du peuple malien, les gars. Que Dieu vous assiste. C'est la fin de cette édition.